Bienvenue au premier webinaire de MangoPay. Cette fois, j'espère qu'il durera plus de 10 secondes. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre 1 heure avec vous pour vous parler du 3DS 2.0. Je suis Vladimir Darcourt, Product Manager en charge des questions réglementaires chez MangoPay. Et nous allons vous parler du coup du 3DS 2.0. On a décidé avec notre équipe d'introduire ce nouveau format pour communiquer avec vous afin d'aller un peu plus dans les détails sur un sujet, et peut-être dans le futur sur plusieurs sujets, qui nous paraît important et assez structurant dans notre relation avec vous. On va prendre une approche assez pédagogique, on va prendre environ 30 minutes pour vous présenter le sujet, et ensuite 15-20 minutes pour répondre à vos différentes questions. Nous allons donc commencer avec le 3DS 2.0 et pour mieux le comprendre, on va se pencher sur la réglementation, à savoir la DSP2. La DSP2 qui a été suivie des RTS, donc des normes techniques de réglementation, qui ont été publiées en novembre 2017 par l'ABE, l'autorité bancaire européenne, propose deux axes majeurs et importants pour les paiements en Europe. Le premier, vous en avez certainement entendu parler, s'appelle l'open banking, c'est-à-dire l'obligation pour les banques de mettre à disposition leurs informations et leurs services à des applications tierces via des API. Et le deuxième, qui est l'authentification forte, qui va rentrer en vigueur au 14 septembre 2019. Qu'est-ce que l'authentification forte? Les RTS nous disent que tout paiement électronique doit être authentifié fortement grâce à 2 des 3 éléments ci-dessous. Quelque chose que l'entité connaît, quelque chose que l'entité possède, quelque chose que l'entité est. Donc plus concrètement, voici quelques exemples. Un mot de passe ou un PIN, c'est quelque chose que je sais, qui est unique à moi, qui normalement doit être gardé secret, c'est pas toujours le cas. Ce n'est pas quelque chose que je possède, ni quelque chose que je suis. Un SMS OTP, donc c'est un SMS, un code unique qu'on va recevoir sur son téléphone mobile. C'est quelque chose que je sais puisque l'accès au mobile est déterminé en fait par un code PIN et c'est quelque chose que je possède, à savoir un numéro de portable unique. Alors il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet, on y reviendra un petit peu plus tard dans le webinaire, parce que pour des normes de sécurité, il a quand même été décidé qu'à horizon de 3 ans, ça ne serait plus considéré comme une méthode d'authentification forte. En dessous, on a le numéro de carte, donc quelque chose que je possède. C'est pas quelque chose que je suis, ni quelque chose que j'ai. Enfin, l'empreinte digitale dans une application bancaire, quelque chose que je possède, un téléphone portable, et quelque chose que je suis, mon empreinte digitale. Alors, les RTS définissent un scope pour les transactions qui sont concernées par cette authentification forte. Ce sont les transactions initiées par l'acheteur, le porteur de carte en Europe, et où la banque émettrice, donc la banque qui émet la carte bleue, et la banque acquéreur sont au sein de l'Union économique européenne. Hors scope, on a 3 types de transactions. Les transactions initiées par le marchand, donc ça a été rajouté a posteriori dans la réglementation comme étant hors scope, parce qu'on a vu des cas d'usage qui nécessitaient en fait ce qui nécessitait de sortir de l'authentification forte. Par exemple, tous les modèles de souscription, ou aussi le paiement à l'envoi, pour le cas de place de marché. Je sais que vous avez parfois ce cas, et dans ce cas-là, on est sur le cas d'une transaction initiée par le marchand, qui ne nécessite pas d'authentification forte. On a le paiement one leg, donc ça c'est pour les marchands un petit peu plus internationaux. Si vous avez des acheteurs qui ont des cartes bleues hors de l'Union européenne, dans ce cas-là, on entre dans le scope du one leg. On n'a pas besoin de faire d'authentification forte. Enfin, le virement bancaire hors SEPA et les paiements moto, donc ça ne nous concerne pas vraiment. C'est en fait les mail order, téléphone order.
Donc, c'est plus pour l'industrie, par exemple, des hôtels. En plus de ces transactions qui sont hors scope, les RTS définissent un certain nombre d'exemptions. On reviendra un petit peu plus tard sur juste dans la slide suivante sur le principe des exemptions. L'idée, c'est que c'est des paiements qui peuvent être exemptés d'authentification forte. Donc, on a le premier, le plus simple, certainement vous en avez déjà entendu parler, les transactions à faible montant, c'est-à-dire toutes les transactions en dessous de 30 euros, à raison de 5 transactions maximum consécutives et de 100 euros cumulés à la suite. C'est-à-dire si vous faites 4 paiements de 22 euros, le cinquième sera authentifié fortement. L'idée, c'est que toutes les 6 transactions sont authentifiées fortement. Le bénéficiaire de confiance, donc ça, c'est pas forcément quelque chose sur lequel vous pouvez jouer, c'est côté émetteur, donc la banque qui émet la carte peut définir soit sur une page de 3DS, soit sur son interface bancaire, peut demander au porteur de carte d'identifier les marchands de confiance sur lesquels l'acheteur ne souhaite pas faire d'authentification forte. On a ensuite les souscriptions à montant fixe. Donc, c'est des paiements régulés d'une même somme. Donc, on est vraiment sur une logique d'abonnement, donc à montant fixe, à la différence de ce qu'on a vu avant, les transactions initiées par le marchand, qui peuvent être sur des montants différents. Enfin, on a la transaction à faible risque, donc c'est celle qui nous intéresse le plus. On y revient juste dans la slide suivante. C'est vraiment chez MangoPay, en tout cas, vraiment nos avantages. On est assez bien vu par la place. On a des taux de fraude assez faibles. Vous verrez, ce qui nous permet d'aller chercher cette exemption assez facilement. Ensuite, on a les transactions anonymes, donc les cartes prépayées ou les cartes d'entreprise qui n'appartiennent pas à personne, du coup, il serait difficile d'authentifier le porteur de carte. Alors, comme je vous ai dit, MangoPay est très intéressé par les transactions à faible risque. Comment ça fonctionne concrètement? En fait, chaque transaction elle sera soumise à une TRA, ce qui en anglais veut dire Transaction Risk Analysis, donc une analyse de risque sur la transaction qui sera basée principalement sur le taux de fraude du PSP. Donc, comme vous le voyez, côté droit, on a un petit tableau. Sur ce tableau, on a différents taux de fraude et en fonction du taux de fraude, on va être exempté d'un plus gros montant. MangoPay, pour vous donner une idée, on a un taux de fraude inférieur à 0,06% sur la France, ce qui nous permet d'aller chercher des exemptions jusqu'à 250 euros. En plus de ça, nous sommes dans un groupe de travail avec CB, donc carte bancaire, et nous a proposé de tester une de leurs initiatives dans le cadre du 3DS 2.0, à savoir être bénéficiaire de confiance, ce qui pourrait, encore une fois, rassurer ou renforcer en tout cas cette exemption sur les transactions à faible risque. Afin d'en profiter et que tout le monde en profite chez MangoPay, il est important que tous les marchands de jeu gardent un taux de fraude faible, ce qui est le cas de la majorité d'entre vous, et nous fournissent des informations, on y reviendra, sur leur paiement pour renforcer encore une fois cette analyse de risque. Alors, quelques principes sur les exemptions. Les exemptions ne sont pas automatiques. Il faut qu'elles soient demandées et justifiées afin d'être utilisées. Elles ne sont pas obligatoires. Les banques émettrices ne sont pas dans l'obligation d'accepter des exemptions, ne sont pas aussi dans l'obligation tout simplement d'en proposer. On peut utiliser qu'une exemption maximum par transaction, donc ce n'est pas le marché à l'exemption. Nous, on ne va pas faire ça, on va vraiment choisir l'exemption qui nous semble la plus intelligente pour votre paiement, en fonction de la banque émettrice qu'il y a en face, en fonction de la devise, en fonction d'un certain nombre de critères. Enfin, la décision finale appartient à la banque émettrice. Du coup, on ne peut pas être garant qu'une exemption va fonctionner.
Donc voilà, je voulais mettre un petit peu le contexte réglementaire avant de rentrer dans la solution technique qui est le 3DS 2.0, donc cette nouvelle version du 3DS 1.0 que vous connaissez bien, qui a émergé il y a environ une quinzaine d'années sous l'initiative de EMVCO, qui est l'entreprise, le consortium d'entreprises de cartes dans le monde, dirigé principalement par Mastercard et Visa, d'où le nom, qui avait comme objectif de réduire le taux de fraude en allant authentifier la transaction auprès de la banque du porteur de carte. La méthode la plus utilisée, je pense que vous la connaissez tous, c'est d'ailleurs le sens de la photo qu'on a sur le côté droit, c'est le SMS OTP, donc le SMS à usage unique qu'on va recevoir sur son téléphone portable. Donc ça, c'était une première solution. La problématique et tout l'enjeu du 3DS 2.0, c'est que plus de transactions vont être authentifiées fortement. L'industrie connaît la problématique du 3DS 1.0, c'est-à-dire une réduction mathématique du taux de transformation pour vous. Et en même temps, il fallait un nouveau moyen aussi de gérer les exemptions. Donc, l'UMVCO a décidé d'adapter ce standard, qu'est le 3DS, avec une nouvelle version, 3DS 2.0, pour prendre en compte les exemptions. Donc les exemptions vont passer par les serveurs d'authentification qui vont plus simplement faire de l'authentification grâce au SMS OTP, mais aussi avoir toute cette intelligence de gérer les exemptions. Et enfin, elle va proposer aussi des nouvelles manières de s'authentifier qui sont plus proches des habitudes de consommation actuelles, donc sur mobile, sur lequel on connaît bien la problématique du SMS, du 3DS 1.0 et des pages de redirection sur les applications mobiles. Alors, comment va être gérées les exemptions dans le 3DS 2.0? Il y a une notion assez simple que vous allez entendre un certain nombre de fois, je pense, qui s'appelle le paiement sans friction ou frictionless payment, expérience sans friction. Il y a plusieurs noms qui sont donnés dans l'industrie. En fait, toute l'idée, c'est que le paiement va passer par des serveurs de 3DS 2.0 mais sans pour autant qu'il y ait une authentification forte. Voilà à peu près le concept. Alors, comment ça marche? Vous voyez sur cette page, si on prend le côté gauche, on est sur une page de paiement. Le marchand a deux choix. Soit il peut faire une demande de paiement sans friction, soit il peut faire une demande d'authentification forte, qui correspond finalement aujourd'hui au Force FreeDS que vous pouvez utiliser chez MangoPay. Si vous choisissez le paiement sans friction, MangoPay, grâce à son intelligence, à sa connaissance monétique, va choisir l'exemption qui correspond le mieux à ce paiement, va la soumettre à la banque émettrice qui va soit l'accepter, dans ce cas-là vous avez le petit cœur vert, un paiement sans friction, ou qui va la refuser, auquel cas il y aura une authentification forte. Si vous demandez l'authentification forte, MangoPay envoie cette demande auprès de la banque émettrice et là, dans la plupart des cas, elle acceptera l'authentification forte. La banque émettrice peut aussi mettre sa propre exemption, auquel cas elle sera responsable du paiement. Donc vous, concrètement, si vous demandez une exemption et qu'elle est acceptée, ce sera le marchand qui sera responsable du paiement qui portera le risque d'une fraude et du coup le risque d'une dispute. Dans tous les autres cas où il y a authentification forte ou bien la banque émettrice choisit de mettre une exemption, dans tous les autres cas, il y aura la responsabilité du paiement sera sur la banque émettrice. Alors, comment, pour mieux soumettre des exemptions, pour mieux les défendre, MangoPay va vous demander d'envoyer plus de données dans vos paiements, ce qui va nous permettre de renforcer notre demande d'exemption, surtout pour la demande d'exemption d'analyse par le risque. Donc, voilà un certain nombre de paramètres qu'on a listés. C'est une liste non exhaustive, une liste qui va évoluer puisque l'industrie, c'est pas
mis d'accord entre les différents schémas, entre les différentes banques sur quels paramètres seraient utilisés pour cette analyse de risque. Donc, il y a des listes importantes. On essaie de comprendre quels sont les critères les paramètres qui vont être importants dans cette analyse de risque. On a commencé les premiers développements et du coup, ce trimestre aussi, on les mettra à votre disposition euh, pour que vous puissiez les intégrer et renforcer cette analyse de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse de risque, comme je l'ai dit précédemment, est principalement faite sur le taux de fraude de l'acquéreur, données que nous avons nous en interne. Du coup, vous venez simplement renforcer cette analyse de risque et non pas la créer. Donc voilà, j'insiste bien sur ce point, j'insiste aussi sur le fait que le 3DS 2.0 est fait, on en parlera dans les slides qui concernent la transition. On a un marché qui est assez peu mature, bien sûr, sur cette question, et du coup, ces paramètres peuvent évoluer. Pourrait en rajouter d'autres dans cette évolution qui va nous amener à utiliser le 3DS 2.0. En termes d'UX, le 3DS 2.0, alors tout ce qui est UX en fait est géré complètement par les banques émettrices, en tout cas les méthodes d'authentification. On va avoir principalement au départ le mot de passe à usage unique. On a entendu un certain nombre de banques en France qui parlaient aussi de la date d'anniversaire comme une méthode d'authentification qui a été acceptée dans le cadre de la transition pour faire face finalement à leurs clients qui n'avaient pas de téléphone portable. Bien sûr, il y aura l'émergence de la biométrie sur mobile et surtout de l'authentification dans l'application bancaire, ce qu'on appelle la out-of-band authentification, qui aura lieu de manière grandissante dans les années à venir. Il y aura aussi une amélioration de l'expérience utilisateur. Il n'y aura pas de redirection dans le cas d'un paiement sans friction. Il y aura une authentification mobile friendly avec des redirections qui auront lieu entre les applications et non pas une redirection qui a lieu de l'application mobile marchand vers une page web. Donc voilà, ça c'est les changements qu'on va voir venir. Nous, on n'a aucune influence sur ces méthodes d'authentification, tout simplement parce qu'elles sont gérées par la banque émettrice. Donc on ne peut pas vous dire quelle banque, quand fera quelle méthode d'authentification. Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai enjeu pour les banques émettrices et que j'imagine qu'elles font leur maximum pour que cela se passe bien. Alors maintenant, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, pour un petit peu vous donner une idée de ce qui va se passer dans les mois, voire l'année à venir, c'est bien sûr la période de transition. La période de transition, elle va durer un certain temps. Pourquoi? Comme vous voyez, c'est un changement très important dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on va demander à tous les paiements d'être routés vers des nouveaux serveurs qui devront monter en charge puisqu'ils auront la plupart des paiements européens. Enfin, on doit connecter plusieurs acteurs à ces serveurs, donc les émetteurs de cartes bleues, les schémas, les acquéreurs et enfin les PSP. Vous voyez toute une chaîne qui doit se coordonner puisque si un des maillons de la chaîne n'a pas mis en place le 3DS 2.0, alors le paiement 3DS 2.0 ne peut pas avoir lieu. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un retard assez important dans la mise en œuvre du 3DS 2.0, spécialement côté des émetteurs. Et du coup, il y a environ 3 semaines, il y a eu une réaction de la part de l'EBA, donc l'autorité bancaire européenne, qui a émis une opinion le 21 juin 2019
pour donner la responsabilité aux autorités bancaires nationales de mettre en place des plans de transition. Voilà, c'est tout le sens de ce communiqué en anglais que je ne vous lirai pas. Et du coup, nous, on attend encore pour la France, spécialement les UK et l'Allemagne, qui sont nos marchés principaux, les opinions, les plans de transition des différentes banques nationales pour comprendre finalement comment le marché va se positionner pour les mois à venir. Ce qui est sûr en France, c'est que carte bancaire, CB, est le principal schéma de carte en France. Le principal, il opère la majorité des flux de cartes chez MangoPay. CB, qui est une entreprise, un consortium de toutes les banques françaises, a émis un plan à 3 ans qui a été déjà validé par toutes les banques et qui devrait être validé par la Banque de France euh, assez rapidement. Le plan consiste à mettre en parallèle 3 méthodes de paiement, ce qu'on appelle le VAD non sécurisé, à savoir l'autorisation directe jusqu'en T1 2020, donc début mi-janvier. Donc on pourra continuer à faire des autorisations directes. Elle continuera aussi à avoir le 3DS 1.0 jusqu'en mars 2021. Et enfin, le 3DS 2.0 à partir du mois d'août pour donc voilà, avoir 3 méthodes et avoir une transition fluide pour tous les marchands. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 3DS 1.0 entre guillemets, rentre dans le scope de la DSP2. Il est dans les règles, simplement, il ne permet pas de gérer les exemptions et ne permet pas de gérer un certain nombre de méthodes d'authentification qui sont plus modernes. Donc c'est pour ça qu'il va disparaître, mais vous ne saurez pas les marchands comme nous, utiliser le 3DS 1.0 ne fera pas rentrer dans la catégorie, entre guillemets, dehors la loi. Donc ça, c'est le plan de CB. On remarque des plans assez similaires pour Mastercard qui donnent une fin du 3DS 1.0 en 2021. Reste à confirmer pour Visa, mais le discours tend à penser qu'on est sur fin 2020, début 2021. Donc, comment ça va se fonctionner? Comment nous allons gérer, excusez-moi, il faut que je boive un peu, comment nous on va gérer toute cette difficulté? En fait, on va mettre en place un système de routing qui va nous permettre d'aller diriger les paiements vers la route qui permettra le plus de succès avec, entre guillemets, j'ai envie de dire, des ponts entre les différentes méthodes. Donc, c'est ce qu'on appelle le MangoPay Smart Routing qui nous permet d'aller envoyer une transaction en autorisation directe et si la banque ne l'accepte pas, d'aller de manière transparente rediriger sa transaction vers les serveurs de 3DS 2.0 ou 1.0. Ça, c'est toute une complexité que nous, on va gérer en interne. Ce qui est clair, c'est que notre objectif, comme le vôtre, c'est d'avoir un maximum de paiements en succès. Ce qui est sûr, c'est que le temps de paiement, et ça partout dans l'industrie, le temps de réponse va augmenter parce que les serveurs 3DS 1.0 comme 2.0 ne sont pas encore assez puissants pour gérer toute la vague de paiement qui va passer par ces serveurs. Enfin, le traitement des exemptions aussi va augmenter le temps de réponse de ces serveurs. Donc ça, c'est une éducation qu'il faut faire avec vos clients, c'est une éducation aussi que les banques émettrices doivent faire avec leurs clients, mais c'est voilà, quelque chose que nous anticipons en tout cas chez MangoPay. Le 3DS 2.0 n'est pas une fin en soi. La date du 14 septembre, comme le dit CLV dans sa communication, c'est une date de début de rodage, mais la transition va prendre quelques temps, voire quelques années. On a déjà les spécifications du 3DS
2.2 qui sont en train de rentrer, qui ont été publiés par EMVCO, donc avec une amélioration de l'analyse de risque, une compatibilité supplémentaire, l'exemption bénéficiaire de confiance qui va être traitée en tout cas par Visa, l'amélioration globale de l'expérience utilisateur. Donc voilà, on a déjà une deuxième version qui est prête alors que la première n'est pas encore utilisée à son potentiel maximum. Et beaucoup de personnes dans l'industrie pensent qu'il y aura une version 2.3, etc. Une deuxième chose qui va avoir lieu en parallèle, c'est la fin du SMS OTP. Donc, je vous en parlais un petit peu plus haut, qui n'a pas été reconnu officiellement comme une méthode d'authentification forte. La Banque de France a émis une opinion sur un plan à 3 ans pour arrêter cette méthode d'authentification. C'est un plan qui va être opéré par les banques émettrices, mais du coup, pour vous donner une idée, il n'y aura pas dès le 14 septembre une authentification par biométrique. Donc, ça va prendre du temps à éduquer le marché et à faire ce changement de comportement chez les utilisateurs aussi. Alors, quel est notre roadmap à nous? Aujourd'hui, on travaille encore beaucoup sur l'alignement du secteur bancaire, comprendre comment fonctionnent nos différentes banques acquéreurs, comment fonctionne cette première version et la deuxième version du 3DS 2.0. On travaille sur les nouveaux paramètres qui seront disponibles pour les paiements cartes dans l'API MangoPay. Donc, ces paramètres qui vont nous permettre de soutenir des exemptions qui vont être disponibles courant Q3, donc au mois de septembre. À partir du 14 septembre, on va opérer aussi un monitoring assez pointilleux sur notre smart routing pour essayer de bien comprendre comment fonctionnent les différentes banques dans les différents pays et mieux router les paiements pour être sûr qu'ils soient un succès. Enfin, Q1 2020, nous travaillerons sur le sujet du 3DS 2.2 et nous dirons, on n'a pas eu le temps de définir exactement quels seront les changements techniques à faire de votre côté, mais on vous informera en bonne et due forme pour que vous puissiez aussi mieux bénéficier ou bénéficier d'un maximum d'exemptions en ayant cette nouvelle version du 3DS 2.0. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Comme je vous l'ai dit, le point numéro 1, c'est adapter vos paiements en carte pour bénéficier des exemptions. L'objectif, c'est de nous fournir un maximum d'informations pour que nous, on aille chercher ces exemptions. Comme je vous l'ai dit, on va vous fournir ces informations, ces nouveaux paramètres dans notre API ce trimestre-ci. La deuxième chose qu'on va vous demander de faire, c'est pour toutes les personnes qui utilisent des templates custom sur le endpoint card web. Donc, c'est une minorité d'entre vous. Je crois qu'on a vu qu'il y en avait une trentaine de clients qui seraient impactés. On va vous demander de changer ces templates. Nous avons déjà repéré les clients qui étaient soumis qui utilisaient cette fonctionnalité et nous allons les accompagner dans la période de transition à tout. Mettre à jour les CGU ou les privacy de MangoPay. Donc ça, on reviendra vers vous avec des nouvelles CGU, puisque dans le cadre de la GDPR, nous allons collecter plus de données et du coup, nous devons les spécifier dans nos CGU. Enfin, dernier point, mais point finalement latent et que vous connaissez bien chez nous, c'est garder une stratégie anti-fraude forte, puisque vous avez le risque d'être flagué comme étant un mauvais marchand, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas le droit aux exemptions. Certains schémas de cartes introduisent même un paramètre qui s'appelle le Merchant Score, donc ils vont vous scorer en fonction de votre taux de fraude pour être sûr de ne pas
pour être sûr de vous fournir, d'accepter les exemptions si votre score est satisfaisant. Donc, gardez bien en tête que avoir une stratégie anti-fraude intelligente et forte vous permettra de bénéficier des exemptions, d'avoir des paiements sans friction et donc d'avoir un taux de conversion plus élevé. Donc voilà pour notre présentation 3DS 2.0. On l'a fait juste en une demi-heure, ce qui nous permet maintenant de regarder aussi un petit peu vos différentes questions. Je suis là avec mon collègue Louis qui m'a écrit les différentes questions. Peut-être que je vais pouvoir en répondre à certaines. Alors, faut-il demander un paiement sans friction pour pour les paiements inférieurs à 30 euros? Oui. Alors, les paiements inférieurs à 30 euros, c'est une exemption. Du coup, il faut demander l'exemption pour l'avoir par définition. Ce qui est sûr, c'est que, comme je vous ai dit, une exemption ne peut pas vous garantir qu'elle sera acceptée. Même si le paiement est inférieur à 30 euros, nous, on n'a pas la visibilité sur les paiements qui ont eu lieu avec cette carte. Alors, s'il y a eu plus de 5 paiements d'affilée en utilisant une exemption, le sixième paiement doit être authentifié fortement. Ou s'il y a eu dans les derniers paiements une somme cumulée supérieure à 100 euros, dans ce cas-là, pareil, on est obligé de faire une authentification forte. Donc oui, il faut la demander en dessous d'un seuil de 30 euros. Il y aura un paramètre disponible pour demander l'exemption ou non pour chaque paiement carte. Lors d'une demande de paiement sans friction, le marchand ne peut jamais être mis à défaut et avoir une dispute, même si l'authentification forte n'est pas lancée. Alors ça, c'est faux. Je pense qu'on va revenir on va revenir sur une slide pour mieux l'analyser. Donc j'espère que vous la voyez bien. Sur un paiement sans friction, tout dépend de qui a fait la demande. Si la demande a été faite par le marchand, dans ce cas-là, il a la responsabilité du paiement. Si la demande a été faite par la banque émettrice, dans ce cas-là, elle a la responsabilité du paiement. Dans le cas d'un paiement authentifié fortement, la responsabilité du paiement est toujours sur la banque émettrice. Suivante question, et pour les paiements récurrents avec des montants différents d'un mois à l'autre. Alors ça, on rentre dans une exemption qui s'appelle pas vraiment dans une exemption, mais plutôt dans une transaction hors scope, qui sont des transactions initiées par le marchand. Du coup, qu'est-ce qui va se passer concrètement lors de la première transaction qui fera en fait foi pour les autres transactions? Vous devrez demander une authentification forte. Récupérer ensuite un token sur cette transaction que vous irez remettre dans toutes les transactions suivantes pour finalement créer une chaîne, un lien entre ces différentes transactions pour prouver finalement que ces transactions sont initiées par le marchand, mais que l'acte d'achat, l'accord d'achat a été fait à la base par le porteur de carte. On pourra revenir, hein, il y a beaucoup de use cases et on vous fournira de la documentation sur effectivement cette exemption-là du MIT, Merchant Initiated Transaction, qui est très intéressant pour les paiements récurrents. Autre question, je vais me permettre de boire un peu. Les bénéficiaires de confiance, le bénéficiaire de confiance, c'est MangoPay qui fait la demande à chaque transaction qui fournit l'info. Alors, le bénéficiaire de confiance, non, c'est une exemption qui est côté émetteur, c'est à l'émetteur de demander au porteur de carte d'identifier les marchands de confiance. Aujourd'hui, très honnêtement, aucune banque en France et très peu de banques dans le monde proposent cette fonctionnalité d'aller identifier, soit sur son interface bancaire, soit sur une page de 3DS, quels sont les bénéficiaires de confiance.
Demain, à mon avis, c'est une fonctionnalité qui va prendre de l'ampleur dans le 3DS 2.2 puisque Lisa va proposer des fonctionnalités qui vont dans ce sens-là. Nous, on ne peut rien vous garantir sur cette exemption, mais effectivement, le jour où elle sera utilisée, il serait intelligent de proposer à vos clients de vous mettre sur leur liste de bénéficiaires de confiance afin de bénéficier de cette exemption. Nous, on n'a aucune visibilité sur cette exemption et c'est seulement la banque du porteur de carte qui peut l'utiliser. Autre question, les modifications impacteront-elles les pay-in et direct pay-in de la même manière? Alors, tous les pay-in cartes vont faire sujet à de l'authentification, au 3DS 2.0, excusez-moi. Tous les pay-in bankwire, donc les virements bancaires qui sont en général, enfin, qui sont faits dans la très grande majorité des cas depuis l'interface bancaire, c'est à la banque du payeur de faire l'authentification forte sur l'interface bancaire, ce qui est assez souvent le cas finalement si vous utilisez vos applications bancaires ou vous allez sur la page bancaire de votre banque, vous allez être authentifié fortement. Donc pas de changement à ce niveau-là pour vous. Suivante question, y a-t-il des modifications sur les préautorisations? Oui, alors sur les préautorisations, euh, on, on va avoir toujours une authentification forte qui va avoir lieu sur les préautorisations. Il faudra aussi rajouter un certain nombre de paramètres si vous voulez ensuite aller chercher une exemption sur la préautorisation pour éviter d'avoir une authentification forte. Donc oui, sur les préautorisations cartes, de même que sur les paiements cartes directes, il y aura des changements à faire de votre côté en récoltant plus de données pour nous les envoyer. MangoPay gère les paiements dans les DOM avec Strong Customer Authentication. Alors ça, c'est une question assez spécifique, mais les DOM faisant partie de l'espace économique européen, je ne suis pas un spécialiste, mais rentre aussi dans le cadre du 3DS 2.0. Je sais qu'il y a des spécificités sur la Nouvelle-Calédonie, je n'irai pas dans les détails, mais pour ce type de questions et de use case assez précis, je vous invite vraiment à contacter notre service de support et on vous fournira une réponse argumentée dans les plus brefs délais. Peut-on garder le 3DS systématiquement sans gestion des exemptions? Bien sûr, sur chaque transaction, vous pouvez forcer le 3DS pour être sûr. Donc, c'est aussi, nous, on vous propose de gérer les exemptions pour vous. Si ça vous rassure d'avoir le 3DS systématiquement, vous pouvez le demander. Et l'authentification forte aura lieu si la banque émettrice ne pose pas d'exemption elle-même. Mais en tout cas, nous, côté acquéreur, on peut vous garantir que votre demande d'authentification forte sera passée à la banque émettrice. Donc, vous pouvez continuer à forcer l'authentification forte sur chaque paiement. Taux de fraude, comment est-il calculé, fraude avérée versus fraude réussie? Alors, comment est calculé le taux de fraude côté banque acquéreur? Alors, l'EBA, je vous fournirai en appendice de ce webinaire, de cette présentation, a défini très clairement quel est le taux de fraude. C'est vraiment pas, c'est pas un taux d'essai, ce qu'on appelle la friendly fraude est mise sur le côté des taux de fraude, donc n'est pas calculé dans le taux de fraude. C'est vraiment le taux de fraude avéré sur un paiement carte, puisque il y a beaucoup de fraude qui est déclarée sur des paiements parce que la personne ne reconnaît pas sur son compte bancaire
la transaction, etc. Donc, je vous fournirai, plutôt que d'aller dans les détails techniques, je vous fournirai le calcul du taux de fraude, qui, on peut le dire avec sourire, est globalement très bon pour MongoPay, puisqu'il nous permet d'aller chercher les exemptions sur les paiements à faible risque jusqu'à 250 euros. Et les paiements récurrents avec des paiements non constants, alors ça, j'ai déjà répondu. On vous refournira, je rajouterai un slide dans cette présentation, pour que voilà, vous soyez bien au courant. Mais l'idée, c'est que vous pouvez utiliser, enfin, vous pouvez demander que ce soit considéré comme une transaction initiée par le marchand, donc une Merchant Initiated Transaction, sur tous les paiements qui ont lieu après la date d'achat du premier bien ou service. C'est-à-dire au moment où le marchand ou l'utilisateur signe pour un abonnement, pour tout service ou bien récurrent, vous lui faites une authentification forte et après vous allez entre guillemets lier ce paiement initial qui a été authentifié fortement à tous les autres paiements grâce à un token que vous allez mettre dans tous les paiements que vous allez faire régulièrement pendant toute la période de l'abonnement. Demande d'exemption correspond à des paramètres supplémentaires à ajouter dans les appels API. Alors, la demande d'exemption, vous devez la faire. Il y aura un paramètre pour demander l'exemption. Et ensuite, il y aura des paramètres, entre guillemets, justifier cette exemption. Donc, je reviens dessus dans les slides. Là, on avait fait vraiment une liste non exhaustive. On vous fournira voilà, les specs et une liste détaillée, mais il y a le mode de livraison, le temps de livraison, la catégorie de bien, le coût de livraison, voilà, un certain nombre de paramètres qui vont permettre non d'appuyer l'exemption, pas simplement par le taux de fraude que nous avons en interne, mais aussi par une compréhension sur l'achat. On va prendre encore deux, trois questions, comme ça on va arriver sous la barre de l'heure. Est-ce que les SDK, notamment PHP, la documentation liée à la 3DS, seront disponibles? Bien sûr. Donc là, l'objectif, c'est de vous les fournir pour septembre et d'avoir les SDK, d'avoir la documentation le plus rapidement possible. Et ensuite, on va très rapidement, après la release sur ces nouveaux paramètres qui aura lieu courant septembre, on va ensuite très rapidement faire l'update des SDK et des packages qui vont avec. Est-ce que le 3DS 2.0 agit sur l'essai KYC? Alors, vous savez que vous avez un autre sujet avec nous en ce moment qui est lié non pas à la fraude, donc le 3DS 2.0, mais à ce qu'on appelle l'AML, donc les politiques anti-blanchiment qui jouent en fait sur l'essai KYC. Ça, malheureusement, ce sont deux sujets qui ne sont pas liés. Il y en a un qui, en plus, est vraiment géré par des équipes au niveau d'autorités bancaires qui sont différentes et c'est des lois qui sont différentes, donc il n'y a pas de lien. Ça me permet de faire un petit reminder sur l'AML4 où vous avez envoyé un certain nombre de communications puisqu'il y a un changement des seuils. On vous propose soit de changer de contrat pour avoir des seuils différents, soit de rester sur les mêmes contrats et donc les mêmes types de services bancaires, mais les seuils s'abaisseront. Je vous enverrai aussi un petit reminder. Ce sera peut-être l'occasion de faire un nouveau webinaire pour vous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle réglementation ML4, comment ça vous impacte et pourquoi on vous propose deux solutions différentes. Encore une fois, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à
contacter notre service support, on vous fournira une réponse détaillée. Après encore une dernière question. À partir du 14 septembre, que se passe-t-il pour un pays initié par le marchand si les exemptions ne sont pas en place? En fait, ce qui se passe, c'est que tous les paiements avant le 14 septembre qui ont eu lieu sur un modèle récurrent, donc où vous avez enregistré la carte, nous, mon GoPay, on sera capable euh, de demander l'exemption puisque la carte a été enregistrée avant la date de mise en place de la réglementation. Donc ça, n'ayez pas peur, nous allons prendre en charge finalement les exemptions sur les exemptions pour les paiements initiés par le marchand sur toutes les cartes enregistrées avant le 14 septembre pour éviter qu'il y ait moindre friction à cette date-là. Donc, on fera le lien et on fournira un token qui sera valable pour tous les paiements, toutes les cartes enregistrées avant le 14 septembre 2019. La date du 14 septembre concerne uniquement les PSP ou les marchands. Alors, la date du 14 septembre, elle concerne tout le monde. Voilà, c'est toutes euh, tous les acteurs qui font du paiement, qui utilisent des paiements, sont soumis à cette réglementation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'a dit CP, c'est une date de rodage. L'objectif, c'est à ce moment-là d'accélérer vraiment la transition vers le 3DS 2.0, d'accélérer la mise en place de la DSP2 pour le faire le plus rapidement. L'objectif, c'est pas de la Commission européenne, ce n'est pas d'arrêter les paiements, non plus de détruire l'industrie du e-commerce. Donc, voyez vraiment ça comme voilà, une date de rodage où on va devoir vraiment accélérer la mise en place à votre niveau, mais surtout au niveau des banques émettrices, au niveau aussi des schémas bancaires, au niveau des banques qui font l'acquisition, au niveau aussi des PSP. Donc voilà, voyez ça comme une date de rodage et qui va nous permettre d'accélérer tous ensemble vers le 3DS 2.0. Je prends une dernière question que mon ami Louis est en train d'écrire. Y a-t-il une limite maximum sur les montants postérieurs? Y a-t-il alors sur avec ça. Alors sur les paiements enfin la question porte à savoir si on a des paiements supérieurs à 200 euros. Enfin, je crois que j'ai mal compris la question. Y a-t-il une limite maximum sur les montants postérieurs? Premier paiement, 40 euros avec authentification forte. Deuxième paiement, 200 euros sans authentification forte. Alors, on va regarder ce cas d'usage, j'ai envie de dire. Effectivement, le MIT ne définit pas dans la chaîne de montants ou voilà, c'est pas, les montants ne doivent pas être similaires pour utiliser l'exemple, enfin, pour faire marcher les, transactions initiées par le marchand. Excusez-moi, il n'y a pas de limite de montant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une première transaction de 30 euros et que vous la liez avec une transaction de 200 euros, il est susceptible que les moteurs de fraude côté banque émettrice vous bloquent cette transaction. Donc, on regardera ces cas d'usage avec vous. Si vous avez des cas d'usage particuliers, vraiment, envoyez-nous. Le but chez nous, c'est vraiment de vous accompagner et pas d'essayer de tordre le système en utilisant des exemptions qui vont fonctionner un temps, mais qui ne fonctionneront pas après et vous bloqueront dans vos paiements. Donc, essayons de faire les choses bien. Si
on n'a pas répondu à vos questions dans ce webinaire, ce qui peut être le cas, envoyez-nous ces questions précisément, on les étudiera avec vous pour vous fournir des réponses détaillées. Alors, voilà, je pense que j'ai répondu à une grande partie des questions qu'il y avait euh, sur ce webinaire. Merci beaucoup et excusez-nous encore pour la conférence de 10 secondes d'hier. C'était un problème technique qu'on n'a pas réussi à résoudre avec la solution de webinaire. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ce sujet, de vous l'expliquer. On continuera à communiquer de cette manière avec vous et à prendre du temps. N'hésitez pas, encore une fois, à nous envoyer des mails. On y répondra avec grand plaisir. Bon été, bon 14 juillet et on se retrouve au 14 septembre pour continuer la phase de transition vers le 3DS 2.0. Au revoir.